Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à l'écoute de Z sur 7, votre podcast quotidien. Ce 17 novembre, nous avons un tout nouvel épisode avec l'invité du Trendstalk. Camille Delannoy reçoit Pierre-Alexandre Billet, économiste et CEO de Gondola, pour aborder les liens entre l'industrie alimentaire et l'élection du président des États-Unis, Donald Trump. L'agroalimentaire ne se porte pas bien du tout dans un contexte d'incertitude. Ce qui a amené la grande distribution alimentaire et l'agroalimentaire, ce sont des prix fixes et une qualité fixe. L'élection de Donald Trump peut-elle résonner jusque dans les rayons de nos supermarchés ? À quoi l'industrie alimentaire doit-elle s'attendre ? Les promotions excessives profitent-elles réellement aux consommateurs ? Notre invité prend le temps d'explorer cette thématique et de répondre à nos questions. Pierre-Alexandre Billet aborde d'emblée l'impact de l'élection américaine sur les consommateurs européens. L'invité du Trendstalk. Une personnalité de premier plan se confie en profondeur sur ce qui fait son actualité. Alors, fort probablement, on voit qu'il y a un contexte inflatoire qui est en train de s'installer pour différentes raisons, économiques, financières et fiscales, création monétaire. Le sujet des fameux tarifs, les fameuses taxes à l'importation, et puis finalement cette forme d'instabilité, je dirais multidimensionnelle, est très endommageante pour l'industrie agroalimentaire et la grande distribution. Il ne se porte pas très bien dans un contexte, je dirais, de stress et de changement trop important. Et donc tout ça mène probablement et fort probablement à une augmentation des prix à la consommation, avec en supplément la transition climatique qui coûte beaucoup à la chaîne agroalimentaire et à la distribution agroalimentaire. Et donc tous ces éléments-là forment un cadre très inflatoire. Alors la grande différence entre les consommateurs américains et les consommateurs européens, c'est que les consommateurs américains continuent à acheter et à consommer même en temps de hausse de prix, alors que les Européens changent leur mode d'achat et de consommation de plus en plus rapidement dans un contexte inflatoire. Donc l'impact pour le consommateur sera plus vite et plus tangible, plus tangible de manière plus importante en Belgique et en Europe bien sûr qu'aux États-Unis. Et par rapport à l'industrie alimentaire, on va voir s'ajouter des taxes que Donald Trump a promis. Est-ce que c'est une source d'inquiétude pour le secteur agroalimentaire ? Alors ça l'était déjà, puisqu'une grande partie de ces tarifs ont déjà été implémentés par Biden. Donc il y a une couche de communication, certes, de la part de Trump. Mais ce qui est surtout important, c'est justement ce contexte d'instabilité et d'incertitude. Et l'agroalimentaire ne se porte pas bien du tout dans un contexte d'incertitude. Ce qui a amené la grande distribution alimentaire et l'agroalimentaire, ce sont des prix fixes et une qualité fixe. Des prix parfois discutables, une qualité parfois discutable, mais une stabilité envers le consommateur. Et donc chaque fluctuation autour de cette stabilité va amener un dérangement dans le système agroalimentaire au niveau européen, mais aussi au niveau mondial. Donc ça veut dire qu'il y a une prise de risque, des primes de risque qui vont être calculées pour le stockage de produits, pour le fait d'entreposer des produits temporairement, le transport, etc. Et donc la sommation de tous ces taux de risque et donc tous ces coûts supplémentaires vont devoir être payés par le consommateur d'une manière ou d'une autre. Et par rapport au dollar, est-ce que ça doit aussi être une source d'inquiétude pour l'industrie ? Dans quelle direction on va à ce niveau-là ? Alors on voit effectivement au niveau monétaire, en dehors de la création monétaire qui a été annoncée, de plusieurs milliers de billions of dollars, on voit aujourd'hui que la parité dollar-euro était déjà, agencée préalablement et que très peu d'agroalimentaires européens et certainement belges se sont accommodés de ce changement paritaire. Donc il y avait déjà une forme d'instabilité préalablement et on voit aujourd'hui que la plupart des agroalimentaires se sont très peu, dérangés de cette parité dollar-euro parce que parfois trop complexe, parfois trop long
à mettre en place. Et c'est d'autant plus inquiétant que les États-Unis sont un partenaire commercial très important en fait pour la Belgique. Oui, tout à fait. C'est un partenaire commercial très important directement et indirectement. À peu près 12% de l'exportation est de l'agroalimentaire. On se rend compte que de plus en plus de belles sociétés agroalimentaires, donc qui font un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros, ont développé des plants, donc de la production, des usines sur place aux États-Unis. Si on achète et on vend en dollars, finalement, l'impact est très très peu ressenti. On voit vraiment que ces deux économies, au niveau agroalimentaire, vont vivre leur vie parallèle. Donc, c'est vraiment une consommation, une production et une mise sur le marché qui est de plus en plus différente entre des produits agroalimentaires produits en Europe et les mêmes produits parfois, mais produits aux États-Unis. Et cette élection, est-ce qu'elle peut avoir un impact plus particulier sur certains secteurs de l'agroalimentaire ? Est-ce que certains secteurs doivent s'inquiéter plus que d'autres ? Alors c'est une très bonne question. Nous sommes surtout inquiets pour les agroalimentaires ou la grande distribution qui a trop surinvesti sur les domaines de la durabilité et de la santé, puisque d'une part, un marché en déperdition et en décroissance, et d'autre part, manque de subsides par rapport à justement cette transition climatique et durable. Donc c'est un vrai enjeu aujourd'hui, ce changement au niveau économique et politique et aussi géopolitique est un vrai challenge pour les entreprises qui d'une part sont trop leveragées au niveau financier, mais d'autre part, les entreprises qui ont trop misé sur cette durabilité, je dirais de manière trop poussée, puisqu'elles ne vont pas retrouver le consommateur. Le consommateur aujourd'hui n'est plus prêt à payer un supplément important pour des produits durables, sains, locaux, etc. Et donc, il faut se retrouver entre les deux avec un manque de subsides d'une part et un manque de marché, de commercialisation potentielle d'autre part. C'est inquiétant ce que vous dites parce que justement l'Europe et les tendances européennes dans l'alimentation, elles se sont justement dirigées vers tout ce qui était durabilité locale aussi. Ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour ces entreprises aujourd'hui ? Alors, je pense qu'il y a une place. Il n'y a peut-être pas une place commerciale. C'est-à-dire que ce genre de transition doit être soutenu. La place commerciale qu'a créée l'Europe, c'est-à-dire d'instaurer des règles pour son marché interne, mais de ne pas faire respecter ces règles pour des produits importés. On le voit tant au niveau non alimentaire, avec Temu, Shine, etc., où l'Europe importe massivement encore aujourd'hui des produits qui ne correspondent pas aux normes, qu'elles soient sanitaires ou autres. Et d'autre part, elle impose des normes très importantes. C'est la même chose pour les produits agricoles. On impose des normes pour la transition agricole relativement importantes, dépendant du type d'agriculture, pour les agriculteurs, envers les agriculteurs. Et d'autre part, ces normes ne sont pas respectées, ou l'Europe ne se fait pas respecter au niveau international, puisque ce sont les pays qui exportent leurs produits vers l'Europe, c'est l'émetteur qui va donner son accord sur une accréditation, etc. Et l'Europe est incapable de qualifier ses produits à l'entrée de ses frontières. Donc pour être très clair, une fois qu'un producteur bovin sud-américain confirme que son produit est bien biologique ou durable, nous avons quoi croire à sa bienveillance et ainsi soit-il. Et donc ces règles ne sont pas respectées au niveau des produits importés et sont très très lourdes à porter au niveau du marché intérieur. Et cette dichotomie coûte très très cher commercialement à l'agriculture, mais à la totalité du secteur de la consommation et de la grande distribution. Et quelles solutions pourraient être mises en place justement pour protéger alors quelque part notre consommation européenne et nos producteurs européens ? Écoutez, j'avais écrit un livre à ce sujet-là, qui s'intitule « Consommation de crise ». C'est qu'en transition, il y a un pouvoir d'achat aujourd'hui qui sert à la consommation directe, mais qui peut aussi servir à la transition. Donc à partir du moment où les entreprises vont arrêter uniquement de vendre des produits à court terme, mais à partir du moment où on comprend que la consommation alimentaire a un impact aussi à long terme sur la santé publique, là, on a un réel business model. Nous avons calculé, par exemple, le coût de l'obésité en Belgique. Il coûte chaque année 4,5 milliards d'euros. Ce sont des externalités négatives qui ne sont pas intégrées dans le coût, dans le prix des produits, le prix que vous payez à la caisse, mais que nous payons indirectement à travers la santé publique. Ce n'est pas pour rien que la santé publique aujourd'hui croule sous les déficits. C'est entre autres pour cette raison-là, les externalités négatives qui sont portées par la santé publique, mais qui émanent d'une consommation de certains types de produits qui ne correspondent pas à cette consommation durable qui a été engendrée. L'Europe a engendré, cette transition. Maintenant, il faut la porter sans support commercial
et simultanément sans support financier, subside ou facilité autre, ce secteur va probablement avoir une période très très difficile dans les semaines et certainement dans les mois à venir. Et ça veut dire quoi concrètement pour intégrer ces externalités négatives? Il faudrait en fait encore augmenter le prix de nos biens de consommation? Non, pas du tout. Donc il ne faut pas que le consommateur soit affolé. Nous avons calculé effectivement le coût de cette externalité négative. Il coûte entre 80 et 200% en plus. Concrètement, une pomme ou n'importe quel produit agroalimentaire qui serait aujourd'hui vendu à 1 euro coûte à la société 4 euros. Alors il y a deux possibilités. Soit on va demander au consommateur de payer ce prix. Je ne suis pas sûr que le consommateur soit enclin aujourd'hui à payer directement ce surplus de 80 à 200%. Là, on va au clash, à la révolution tout de suite. Par contre, ce coût est porté par, entre autres, la santé publique ou d'autres instances. Et donc, une fois que ce coût est payé, il y a un réajustement à faire. La première chose, c'est à le quantifier. Cette externalité négative doit être quantifiée. La deuxième, c'est réajuster les flux commerciaux et monétaires qui, quelque part, vont se retrouver, puisqu'on le paye déjà aujourd'hui à travers la santé publique, mais aussi à travers des facteurs économiques, formes d'absentéisme, etc., etc. Et est-ce qu'en Belgique, ici ou en Europe, on a un véritable pouvoir de décision à ce niveau-là, quand on sait par exemple que les multinationales désertent en fait non plus leur pouvoir de décision ici en Belgique? Je pense à par exemple Nestlé, P&G ou Mars aussi, qui n'ont plus en fait de pouvoir décisionnel ici en Belgique. Tout est délocalisé aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre? Alors Nestlé en l'occurrence a encore un pouvoir de décision en Belgique, il y a encore un CEO en Belgique ou Benelux. Par contre, effectivement, on voit une érosion de ce pouvoir de décision. Néanmoins, on a le pouvoir qu'on s'octroie aussi. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le secteur agroalimentaire et de la grande distribution a une énorme force en Belgique par rapport à d'autres pays. C'est que nous avons des managers qui ont une qualité intrinsèque humaine très, très forte, qui se posent des questions sur l'avenir de la consommation. Ça, c'est la force d'un petit marché. On parle, on discute, on entend auprès de ces différents décisionnaires un vrai questionnement quant à l'avenir de notre société de consommation. La Belgique n'est plus un pays industriel, n'est plus un pays de grands exportateurs de services ou autres. Nous sommes essentiellement une société de consommation. 51% de notre produit national brut, c'est la consommation. Donc si nous sommes une société de consommation, essayons d'être une société de consommation intelligente et à développer des produits et une consommation intelligente. Et ce pouvoir de décision-là, oui, il y a encore moyen de le prendre en Belgique. Nous n'avons pas besoin du siège social de Procter, qui est aux États-Unis en l'occurrence. Nous n'avons pas besoin d'un accord du siège social de Procter pour nous dicter comment mieux consommer en Belgique. Aujourd'hui, il y a des chiffres, il y a la connaissance sur l'impact de cette meilleure consommation. Il reste surtout une bienveillance de la part de pas mal de décisionnaires au niveau agroalimentaire. Il faut juste mettre ça en musique aujourd'hui. Et alors, un autre sujet qui est d'actualité, c'est les manifestations d'agriculteurs qui sont retournées dans les rues récemment. Ceux-ci s'inquiètent notamment du Mercosur. Est-ce que c'est une inquiétude que vous partagez également pour ces producteurs? Pardon, excusez-moi. Oui, c'est une inquiétude réelle puisqu'on voit à nouveau par répétition l'attitude de la Commission européenne qui est d'imposer des règles importantes pour le marché interne et est incapable simultanément de faire respecter ces règles en dehors du marché européen. On le voit tant au niveau alimentaire que non alimentaire. Nous importons des produits qui ne correspondent pas à nos normes, normes dans le sens large. Normes sociétales, cette surconsommation ne correspond pas aux normes aujourd'hui de la consommation européenne, des normes en matière sanitaire. Et donc nous importons des produits qui ne correspondent pas aux normes que nous imposons à nos propres producteurs ou agriculteurs. C'est cette tension-là qui est littéralement insupportable économiquement, mais moralement aussi, que ce soit pour un agriculteur. Mais c'est la même chose pour les producteurs agroalimentaires qui sont en perdition de vitesse. Et je ne parle même pas de la grande distribution qui aujourd'hui perd une grande partie du pouvoir d'achat qui est créé en Belgique, entre autres à travers l'indexation automatique. Ce pouvoir d'achat qui est créé, c'est comme une passoire. Il part dans d'autres pays, des pays limitrophes, à travers des achats en ligne pour des plateformes internationales. Donc ce pouvoir d'achat qui nous coûte très très cher au niveau pays, nous sommes incapables de le récupérer, ne fût-ce qu'au niveau de l'Europe pour une grande partie. Donc là, il y a un réel effet de passoire, c'est-à-dire qu'une partie du pouvoir d'achat importante est quelque part dilapidée en travers des modes de consommation qui n'ont pas de bénéfices économiques pour notre pays. Et alors le problème de l'Europe, est-ce que ce n'est pas non plus qu'elle veuille être
plus propres que les autres, finalement. Je pense par exemple à la loi sur la déforestation qui a été ici repoussée et qui a notamment un impact, par exemple, sur les producteurs de café ou de cacao qui voient leur marché, en tout cas, et leur coût augmenter. Mais le problème, quand on est incapable de réaliser la mise en place, et quand la mise en place est très complexe en matière de durabilité, c'est de se reposer la question fondamentale. Et je pense que les valeurs et cette transition, qu'elle soit climatique, durable, vers cette meilleure consommation, c'est vers là qu'on doit aller. C'est pas à ce niveau-là qu'il faut se reposer les questions. C'est la complexité de la mise en place. Et souvent, quand la complexité de la mise en place dépasse le but et la compréhension du but, on se trouve dans un marasme énorme. Donc je pense pas qu'il faille remettre en question le but à atteindre, c'est surtout la manière d'y arriver et la manière d'y arriver ensemble. Et aujourd'hui, paradoxalement, la grande distribution et les fournisseurs qui, pendant des années, ont eu des relations tendues, certainement au moment des négociations, mais on se rend compte que finalement, elles ont compris que le but commun à atteindre ne pourra être qu'atteint à travers des forces communes. Et ça, c'est nouveau pour la grande distribution et la consommation. Ces forces antinomiques, aujourd'hui, doivent et sont en train de rejoindre un but commun, qui est cette consommation durable et saine. Et ça, c'est nouveau pour le secteur. Ça n'existait pas il y a quelques années, il n'y a même pas quelques mois. C'est nouveau. C'est peut-être en temps de crise qu'on se réinvente. C'est un signal très très fort et j'espère qu'il sera fort pour le consommateur à venir aussi. Oui, il y a notamment eu l'installation de filières qui se sont créées, notamment la filière tournesol qui a abouti à une mayonnaise bio et belge et qui rassemble en fait justement ces acteurs de la chaîne alimentaire, de l'agriculteur au distributeur. Est-ce que c'est vers là qu'il faut aller ? Alors, je pense qu'à partir du moment où une chaîne devient trop complexe et très très longue, que les fluctuations économiques, financières et fiscales en dehors de l'Europe vont devenir très très importantes, je pense que la chaîne courte, comme on l'a très très bien définie pendant des années, aura tout son sens au niveau local. Alors, local, pour certains produits, c'est local à 50 km du lieu de production. Pour d'autres produits, c'est à 500 km. Donc, on ne rentre pas dans des axiomes, je dirais, métaphysiques. C'est tout simplement une réalité que les chaînes courtes ont une forme de robustesse plus importante que des chaînes trop longues multinationales. Donc le sourcing international va continuer. L'agroalimentaire s'est organisé avec une concentration de la production. 30% des noisettes est produite en Turquie. On voit effectivement le cacao, la même chose, Côte d'Ivoire, etc. Donc la production est concentrée mondialement par souci de rentabilité, mais ça rend la chaîne et la production très très fébrile. Et donc tout ce qui va rendre la chaîne plus robuste, plus stable, aura son mot à dire, et donc une rentabilité à venir dans les mois à venir. À tel point que certains distributeurs aujourd'hui se posent des questions sur est-ce que je dois encore avoir 3 ou 4 types de chocolat noir dans mes rayons, sachant que ça coûtera très cher à la grande distribution dans quelques mois, le marché du cacao étant ce qu'il est, et donc le fait d'avoir différents produits en rayon toute l'année va coûter très très cher. Je pense que là aussi, nous allons vers un changement de paradigme. On ne va probablement plus avoir tout le temps tous les produits en rayon pour les mois et les années à venir. Oui, ils sont d'ailleurs nombreux à avoir revu un peu leur offre et à avoir réduit aussi leur assortiment. C'est quelque chose qui sera de plus en plus commun, selon vous? Alors là, c'est une combinaison de dynamique économique, négociation, le fait parfois de délister des produits en magasin ou autre, mais aussi la combinaison du coût pour un distributeur. On ne se rend pas compte en tant que consommateur. L'offre, pléthore d'offres que nous avons aujourd'hui à disposition est un réel coût économique en matière de stockage, d'achat, et est basé sur une chaîne de production qui permet d'acheminer en continu les produits. Et ça va fondamentalement changer. Et alors, un autre reproche qui avait été formulé par les agriculteurs, notamment à la grande distribution, sont les promotions excessives. Est-ce que ces promotions, elles ont encore leur place aujourd'hui dans notre société? Est-ce qu'elles profitent réellement aux consommateurs? Alors, si c'est un avis personnel que vous me demandez, je pense que ce type de promotion, 1 kg de viande plus 1 kg de viande, n'a absolument plus sa place dans la grande distribution de demain. Il est vrai aujourd'hui qu'il y a une période de transition. Ça fonctionne excessivement bien auprès du consommateur. C'est efficace, c'est rapide, c'est impactant. Un distributeur qui veut booster son chiffre d'affaires aujourd'hui va faire appel à ce type de bazooka. Ça a un impact très rapide, très vite et énorme. Par contre, ça fait des trous sur une superficie très très importante. Et donc, les dégâts que cela
réalise sur la totalité de la chaîne, la perception du consommateur, mais ceux-là ne sont pas calculés dans l'impact de ces promotions trop importantes. Donc oui, ça fonctionne aujourd'hui, on ne peut pas les éliminer demain, mais ce n'est certainement pas l'avenir d'une consommation raisonnée et durable. Et le problème de ces promotions, c'est qu'elles dévalorisent le produit, c'est le principal problème ? Alors le principal problème, c'est qu'avec une marge nette de 16%, un agriculteur ne sait pas s'en sortir, et donc c'est vraiment une détérioration fondamentale de son modèle économique qui est déjà mis à mal à part entière à travers le coût de cette transition économique. Deuxièmement, c'est aussi des coûts et des externalités négatives trop importantes. Si on sait que 35% du CO2 aujourd'hui émane de la chaîne alimentaire, de ce que nous mangeons quotidiennement, il y a intérêt à commencer à jouer avec parcimonie sur ces différentes promotions. Alors il y a deux écoles. Il y a l'école plutôt latine en France, en Espagne, interventionniste, c'est-à-dire que l'État interdit certaines choses. Ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Et puis à l'école plutôt, je dirais anglo-saxonne, dont le marché néerlandais fait partie, c'est on laisse faire et le marché va s'autoréguler. Aucune des deux écoles ne fonctionne aujourd'hui. Et par rapport à ces promotions, est-ce qu'elles concernent toutes les catégories ? Est-ce que c'est problématique pour toutes les catégories ou plutôt pour le frais justement ? Alors on voit aujourd'hui un secteur qui est très très fort touché en première instance parce qu'il a des marges opérationnelles très très faibles et aussi parce que c'est un secteur aujourd'hui qui est dans le collimateur, je dirais dans le cœur du consommateur, ce sont les produits agricoles. Donc au niveau des produits agricoles, on ne compare pas des produits agricoles avec des shampoings qui eux sont plutôt des produits vraiment de commercialisation rapide et enclins à être marketés et communiqués de manière totalement différente que les produits agricoles. Donc je pense que tous les produits ne sont pas logés à la même enseigne. On ne fait pas des promotions sur des produits alimentaires, frais ou locaux, de la même manière qu'un shampoing ou des autocollants qui sont vendus en supermarché. Et le problème justement, en fait, c'est aujourd'hui, donc, vous le disiez tout à l'heure, l'indexation automatique des salaires permet d'augmenter le pouvoir d'achat des Belges. Ces promotions, finalement, elles rencontrent aussi un grand succès. Quel est le problème finalement dans cette consommation ? C'est que le Belge dépense moins finalement dans son alimentation ? Alors le Belge dépense moins dans l'alimentation. La qualité de l'alimentation est en baisse. C'est d'ailleurs encore Jeff Colruyt, il y a 2 ans, lors de l'Assemblée générale, qui a exprimé ce souci en matière de qualité alimentation sur la Belgique. On voit que les prix sont de plus en plus instables, avec des hausses et des baisses rapides, et donc ça mène une instabilité dans la perception du pouvoir d'achat du consommateur. Et tous ces éléments ensemble font que la totalité de la chaîne devient de plus en plus fluctuante. Alors quand on a une chaîne qui est fluctuante, les premières victimes, directes ou collatérales, ce sont les petits intervenants. Les petits intervenants étant les fermes, par exemple, les petites sociétés agroalimentaires. Mais c'est autour de ces sociétés-là que nous avons construit une consommation depuis plusieurs décennies. Et ce seront les premières victimes. Donc en cadre de crise de la consommation, Big is Beautiful, les grandes entreprises s'en sortiront, certes avec une diminution de la qualité des produits alimentaires qui est déjà enclenchée aujourd'hui, mais c'est surtout ce maillon de plus petites entreprises qui amène une qualité de l'innovation qui est totalement en train de disparaître en Belgique et partout en Europe de l'Ouest d'ailleurs. Okay. Je propose qu'on aborde maintenant un autre sujet qui est la grande distribution en Belgique. Delhaize vient de finaliser son plan de franchise qu'il a annoncé il y a 1 an et demi. Tout son réseau est maintenant passé sous affilié. Est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère pour la grande distribution selon vous ? Oui, je pense que nous sommes totalement à l'aube d'une nouvelle ère en grande distribution. Le cas de Delhaize, je dirais, est un échec en matière d'échange social en Belgique, de discussion sociale. Par contre, le modèle économique qu'a proposé Delhaize est efficace, fonctionne et répond aux attentes d'une part du consommateur, mais d'une grande partie des franchisés. Alors, il reste à prouver à travers le temps, l'efficacité du modèle de la franchise, puisque en franchise aussi, nous voyons ce qu'on appelle des baronnies, donc des franchisés qui disposent d'un petit parc de magasins, parfois, donc de 5, parfois 10, 15 magasins. Et là aussi, on voit une consolidation qui est en train de s'opérer auprès de certains franchisés. Donc le modèle est quelque part nouveau,
il préexistait déjà en Belgique, mais cette franchisation totale est nouveau pour la Belgique, mais répond totalement, économiquement, au cadre social qui a été créé par tout le monde, y compris, je dirais, les syndicats, les employeurs et d'une part aussi les employés. Et l'un des avantages justement de ce réseau de franchisés, c'est notamment l'ouverture du dimanche, une ouverture qui pèse aussi sur Carrefour, qui lui dispose encore d'hypermarchés. Est-ce que vous pensez que ça va forcer ce distributeur à franchiser aussi, à passer au tout à la franchise ? Alors je pense qu'économiquement, chaque distributeur qui sait franchiser devra franchiser. Je parle pour la Belgique. Tout simplement parce que le business model force les enseignes qui savent franchiser à se franchiser en matière de flexibilité de l'emploi, flexibilité des heures d'ouverture, etc., etc. Donc c'est un modèle qui correspond au cadre social qui a été créé en Belgique. Donc ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas le cadre social qui est demandeur, mais le cadre social pousse aujourd'hui les entreprises de la grande distribution qui savent franchiser à devoir se franchiser. C'est une obligation économique, au fait, avec des questionnements sociaux, bien sûr, mais économiquement, c'est presque un non-choix. C'est presque une obligation qui devra s'opérer auprès de tous les distributeurs qui savent le faire. Et alors, il y a un autre distributeur après Delhaize et Carrefour en Belgique qui est Colruyt. Colruyt, lui, qui ne dispose pas de franchise, qui a un modèle intégré. Lui, il a une toute autre stratégie. Vous pourriez un petit peu nous l'expliquer ? Alors, Colruyt, c'est l'efficacité. Et pour l'efficacité, il faut de l'homogénéité. Et un franchisé, c'est tout sauf l'homogénéité. Un franchisé, c'est la liberté, c'est l'inspiration, c'est le commerce, c'est des produits différents dans chaque magasin. Et donc, pour avoir ce degré d'efficacité, Colruyt sait très difficilement intégrer le modèle de la franchise dans ses grands magasins. À l'exception de certains magasins de l'enseigne Spar, où là, justement, cette indépendance commerciale est fortement récompensée par le consommateur, et d'autre part, des enseignes qu'il vient récemment d'acquérir, qui sont par exemple Deli Traiteur, où ce modèle de la franchise peut fonctionner également parce qu'il fonctionne sur un modèle très très proche de l'Horeca, au fait, Deli Traiteur. Oui, justement, il y a donc ce rachat de Deli Traiteur, il y a des prises de participation dans d'autres enseignes. En fait, on voit vraiment que Colruyt, aujourd'hui, se recentre sur l'alimentaire, alors que quelques années auparavant, il avait un portefeuille qui était assez diversifié, notamment avec Dreamland, Dream Baby ou ce genre de choses. Tout à fait. Donc, on voit un recentrage total de Colruyt. Il y a quelques années, Colruyt investissait plus dans les biotech, dans l'énergie durable. Et finalement, Colruyt a répondu à la question, je dirais, latente, c'est est-ce que Colruyt est encore un groupe de grande distribution ou pas ? Mais écoutez, il y a à peu près 1 an et demi, Colruyt a répondu à cette question en nommant un nouveau CEO qui aujourd'hui développe un réseau de magasins très important en éjectant toute la partie non alimentaire qui ne fait pas partie du cœur de métier de Colruyt et en se refocalisant sur la partie alimentaire tout en gardant un lien avec d'autres activités. Et c'est ce lien qui fera la force de Colruyt dans 5 ou 10 ans, le lien entre l'alimentation, entre le sport par exemple avec leur salle de sport, entre la location de vélos, etc. Mais premièrement, le premier combat de Colruyt, d'après mon interprétation, c'est d'être le leader incontesté du marché. Aux Pays-Bas, Albert Heijn a 34% du marché. 34%, c'est une position de leader. D'après nos chiffres consolidés sur une base de 100, Colruyt a aujourd'hui 27% de part de marché. Donc je pense que la première chose, c'est d'arriver le plus vite possible à ces 30%. À partir de ces 30%, Colruyt peut commencer à consolider les autres activités, les autres acquisitions qu'il a réalisées il y a quelques années. Et c'est stratégique, alors ça fonctionne aujourd'hui pour Colruyt ? Alors Colruyt a tout mis en place. Colruyt a créé sa carte de loyauté, une application, l'application Extra, qui justement fonctionne comme ciment entre ces différentes briques qui composent la constellation de Colruyt. Donc aujourd'hui, Colruyt, ce sont surtout des magasins. Ils sont en train de fortement développer ça, mais tout en gardant à l'œil le lien entre les différentes enseignes qui existent au sein du groupe. Donc c'est un double combat, au fait. C'est très rapidement arriver à une part de marché minimale pour être le leader incontesté du marché et d'autre part faire le lien entre l'alimentation et une consommation saine, durable, avec des applications personnelles comme Smart with Food, etc. C'est ça la richesse du modèle Colruyt, compliqué à mettre en place, mais une fois que ça fonctionne, c'est d'une efficacité incommensurable. J'ai une dernière question pour vous.
Quel avenir l'alimentation peut-elle avoir en Belgique ? Est-ce que vous êtes quand même un petit peu optimiste ou est-ce que au contraire vous êtes pessimiste par rapport à tout ce qui inquiète le marché finalement ? On peut citer Donald Trump, mais il y a aussi les pluies torrentielles au Brésil, des choses qui inquiètent voilà, le marché, les aléas climatiques. Mais aujourd'hui, la grande distribution et la consommation alimentaire se trouvent en situation de crise, dans le sens étymologique, crise, choisir. Donc nous sommes à la croisée des chemins. Et nous sommes en tant que consommateurs, en train de choisir, est-ce que nous voulons une consommation durable, saine et je dirais positive, à impact positif, ou est-ce que nous allons plutôt vers le modèle américain de la surconsommation et où la consommation n'apporte aucun bénéfice, ni pour le corps, avec un niveau d'obésité fort important là-bas, ni pour la planète, etc. Et là, l'Europe, pour l'instant, est en train de choisir. Donc, je ne peux pas dire si la consommation est en train de se diriger vers une consommation positive ou plutôt vers le modèle anglo-saxon où c'est un petit peu chacun pour soi, ce que je consomme est positif pour moi et puis pour le reste, on verra bien. Nous sommes en train de choisir avec, entre autres, cette transition durable, ce Green Deal, mais aussi les lois qui nous sont imposées, les lois exogènes, style la nomination de Trump. Donc tout cela va impacter nos choix et c'est aujourd'hui qu'on va pouvoir voir est-ce que nous croyons dans ce choix d'une consommation durable et positive ou est-ce que c'était juste du pipeau et du blabla et alors à ce moment-là le modèle va s'effondrer et là ce serait la catastrophe parce que beaucoup de distributeurs ont déjà investi en matière de durabilité, je pense au groupe Ahold Delhaize aussi également, ont investi d'énormes montants dans cette transition. Il faut que cette transition soit soutenue aussi par les autorités. Comme l'a mentionné notre invité, nous sommes à la croisée des chemins et face à une certaine crise de la consommation. Le modèle américain va-t-il contaminer l'Europe ? Développer une consommation intelligente serait une solution au problème, mais cela serait indépendant des États-Unis. Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode de Z sur 7. On se retrouve demain. Olivier Mouton recevra Philippe Ledan, économiste chez ING, pour discuter du contexte économique global. À demain. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique.